Alors, tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que dans cette démarche que nous entreprenions autour de Xerfi, et également que nous allons développer dans les 2 ans, 3 ans qui viennent en collaboration avec le CNAM, puisque nous voulons progressivement reconstruire en France un pôle de réflexion stratégique à la fois microéconomique et macroéconomique. Ce que je vous ai dit donc en introduction, c'est que nous souhaitions mettre au cœur de la réflexion publique en France la stratégie plutôt que la politique au sens traditionnel, c'est-à-dire une réflexion à partir d'a priori, que j'ai évoqué précédemment. Imaginez donc, vous venez d'avoir une série de transparents, imaginez que le débat qui aura lieu entre les 2 candidats qui émergeront du premier tour de la présidentielle dans moins d'1 an, puisque dans 1 an, on aura le nouveau président de la République, donc, ou la nouvelle présidente de la République. Et donc, quand on imagine ce débat, imaginez dans une vision stratégique qu'il soit précédé par les mêmes diapositives que celles qui vous ont été projetées. C'est-à-dire qu'on commence par regarder le monde tel qu'il est, et vous avez été certainement très impressionné par l'évolution des courbes, avec une orientation plongeante pour tout ce qui est décisif, c'est-à-dire le développement de notre économie, parce qu'on a évoqué dans la première table ronde le retour des États, le retour des nations, mais si on doit avoir un retour des États et des nations, c'est-à-dire un retour des volontés, les volontés ne peuvent s'exprimer qu'à partir de moyens. Et donc, c'est toute cette réflexion que nous devrons avoir dans le cadre de cette orientation stratégique, dans les réflexions que nous devrons mener dans les années qui viennent. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce que ces diapositives montrent? En fait, qu'il y a aujourd'hui, au sein de la zone euro, 2 modèles dominants, 2 modèles économiques dominants, qui se sont mis en place d'ailleurs, et c'est en partie une coïncidence. Ce n'est pas lié à la mise en place uniquement de l'euro, bien que pour l'Allemagne, c'était en partie lié à la mise en place de l'euro, mais par coïncidence, ces 2 modèles économiques se sont mis en place vers 98-99, au moment où on crée l'euro. L'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, ont choisi un modèle tiré par la consommation. La France, plus que tout autre, on l'a vu à l'instant. Et au même moment, l'Allemagne, qui rentrait dans l'euro et qui portait la croix de la réunification, s'est donné comme objectif de redevenir une puissance compétitive. Alors, les réflexions de l'Allemagne sur un retour à la compétitivité, elles remontent à 92-93. C'est à ce moment-là qu'il y a les premiers travaux sur le Standard Deutschland, c'est-à-dire l'Allemagne basse productive. Mais ces travaux ne conduisent pas véritablement à des décisions fortes dans les années 92 jusqu'à 98-99. Et c'est en fait un gouvernement socialiste qui va mettre en place les décisions. C'est Gerhard Schröder qui est à l'origine de la mise en place des réformes qui vont refaire de l'Allemagne une grande nation compétitive. Et de ce point de vue-là, Mme Merkel n'a fait que récolter ce qu'avait semé le chancelier Schröder, qui sera très vraisemblablement réévalué dans l'histoire pour le rôle qu'il a eu dans le réveil de la puissance allemande. Donc les Allemands, au moment où les Français, en 97, 98, 99, font le choix d'un modèle économique tiré par la consommation et de manière générale les loisirs, et ce n'est pas critiquable en soi, c'est un choix de modèle, les Allemands font un choix de modèle industriel fondé sur la compétitivité. Ces 2 modèles sont parfaitement défendables séparément. Le problème, c'est qu'au même moment où on a l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche qui font un choix de modèle industriel exportateur fondé sur la compétitivité, et le trinôme France, Italie, Espagne font un choix contraire de développement fondé sur la consommation et les loisirs, au même moment, on accouple ces 2 groupes de pays par une même monnaie qui est l'euro. Et c'est l'origine fondamentale des problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est qu'en fait, on ne peut pas accoupler des pays, des ensembles de pays qui font des choix aussi différents et qui se retrouvent aujourd'hui dans un écartèlement qui est celui qui a été évoqué tout à l'heure, parce que si on vous avait projeté les diapositives concernant l'Allemagne,
Bien, pratiquement, pour toutes les courbes concernant l'évolution de la production industrielle ou l'évolution du commerce extérieur, elles auraient été orientées totalement en sens inverse. Alors, quelle France voulons-nous pour demain? La première table ronde a bien montré que nous étions vraisemblablement à la veille, non pas d'un retour, puisqu'en fait ce retour est probablement intervenu il y a déjà une vingtaine d'années. Un retour des États-nations, un retour des volontés nationales. De ce point de vue-là, c'est la grande faiblesse stratégique, majeure, existentielle de l'Union européenne actuelle, c'est qu'au fond, nous sommes dans un monde qui est marqué par des stratégies extrêmement volontaristes d'un ensemble d'États-nations qui, justement, se construisent ou se développent sur la base d'une identité nationale et d'une entité nationale au sens de Juvin qui sont parfaitement définies. Et nous avons une Union européenne qui est fondée sur un modèle des années 60 de souveraineté partagée. Or, ce modèle est totalement épuisé. Et d'une certaine façon, une image que j'utilise parfois pour bien faire comprendre la situation stratégique mondiale, vous avez 6 ou 7 balles extrêmement puissantes, des balles d'acier qui poursuivent des stratégies sur un échiquier mondial qui sont la balle d'acier ou la boule d'acier des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, du Japon, malgré les difficultés, mais aussi de l'Allemagne, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais l'Allemagne qui a vraisemblablement, en même temps qu'elle a choisi un modèle industriel exportateur, est entrée dans le même temps dans un modèle post-européen. La France est le dernier pays qui, au niveau de sa psyché nationale, est dans un modèle européen. Nous nous épuisons à essayer de mettre tout le monde d'accord. L'Allemagne est déjà dans une stratégie post-européenne, nationale et post-européenne. Et donc, nous avons 6 ou 7 boules d'acier, et parallèlement, nous avons une Union européenne qui prétend que son modèle de souveraineté partagée va se répandre et se généraliser au niveau de la planète. Donc il y a, si vous voulez, un conflit de représentation du monde tel qu'il est et du monde tel qu'il sera demain, qui probablement présage, comme ça a été dit, c'était passionnant de l'entendre d'orateurs venant d'horizons très différents ce matin, et qui au fond se mettaient tous d'accord sur le fait qu'on assiste à la fois à un retour des volontés nationales et à un retour de la nécessité de définir des stratégies à la fois conquérantes et cohérentes entre elles. Dans une autre image qu'on pourrait utiliser d'ailleurs, puisqu'en quelques minutes il faut toujours travailler à partir d'images, quand on réfléchit à l'avenir du monde, vous avez aujourd'hui ces boules d'acier. Vous pouvez aussi imaginer que ce sont des camions de 200 tonnes sur une autoroute, le camion américain qui est à 100 à l'heure, le camion chinois qui est à 200 à l'heure. Et qu'est-ce que l'Europe? C'est 27 petites voitures qui passent leur temps à se donner des coups de main à l'arrière pour faire sortir la voiture du voisin de la route pour aller dans le fossé. Donc on voit bien que ce modèle européen est totalement épuisé en termes de capacité de représentation du monde tel qu'il est et surtout de capacité d'action. Ce qui ne veut pas dire, c'est très très important, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, mais je voudrais lui donner à ce qui a été dit ce matin une inflexion et un regard différent. Nous n'assistons pas en fait à la fin de l'Europe, nous assistons vraisemblablement à la fin de l'objet bureaucratique Union européenne. Et vraisemblablement, cette fin de cet objet bureaucratique Union européenne va réouvrir la possibilité de développement des États-nations. On voit bien l'affirmation extrêmement forte d'une nouvelle stratégie britannique. On voit la continuation de l'affirmation de la stratégie allemande. D'une certaine façon, on voit bien que les Italiens se posent des questions très fortes sur le type de stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre. Et la fin de Berlusconi, c'est peut-être le début d'une réflexion sur ce que les Italiens veulent faire de leur pays dans les années qui viennent. Alors, quelle France voulons-nous dans ce monde-là? Est-ce que l'on doit accepter que les courbes orange évoquées tout à l'heure continuent de passer vers le bas pour traverser le plancher et arriver dans les souterrains de l'histoire? En réalité, nous avons toutes les capacités pour rebondir.
si vous prenez les déterminants d'une réaffirmation d'une volonté nationale française d'exister. Et d'ailleurs, je pense que si on veut reconstruire l'objet européen, ça ne peut se faire que par une reconstruction de la place de la France, à la fois en Europe et dans le monde. En réalité, la France est devenue le maillon faible stratégique en Europe, et peut-être au-delà, et une reconstruction de la France en tant qu'acteur stratégique sera, dans un premier temps, le moyen de retrouver une crédibilité vis-à-vis des Allemands, parce qu'un des problèmes majeurs qui se pose actuellement dans la relation franco-allemande, que je vis depuis une dizaine d'années dans le cadre de groupes de réflexion, à la fois dans le CAE et dans d'autres cénacles, c'est que les Allemands ont changé totalement de regard vis-à-vis de la France depuis 10 ans. Ils nous prennent aujourd'hui pour des charlots. Donc il est très important que nous regagnions une visibilité sur le plan stratégique comme acteur capable de conduire ses affaires. Parce que si vous regardez le monde vu de Madagascar ou de Tanzanie, personne ne comprend qu'un pays qui a autant d'atouts que la France soit dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Parce que si nous regardons ces atouts, parmi les pays industriels développés, nous sommes le seul pays avec les États-Unis à avoir un rebond démographique significatif. Si nous prenons l'épargne, nous avons un des taux d'épargne les plus élevés du monde et nous venons de voir que nous avons un niveau de patrimoine tout à fait considérable. Si nous prenons, alors on pourrait avoir les hommes en nombre et des capitaux, mais on pourrait être tous crétins et avoir des capitaux qui ne servent à rien. Et il faut donc s'interroger sur nos capacités managériales. Mais qu'est-ce que le CAC 40 ? Le CAC 40, c'est du management et de l'intelligence française appliquée à des capitaux étrangers, puisque le CAC 40 est détenu à près de 50% par des capitaux étrangers, pour conduire des opérations de développement économique dans le monde, puisque les 2/3 de l'activité des 33 entreprises industrielles du CAC 40 est hors de France. Donc, on voit qu'à travers le CAC 40, on a un management qui est capacités managériales qui sont parfaitement crédibles. Donc, on a à la fois les hommes, on a les capitaux, on a des capacités managériales. En réalité, quel est le problème français aujourd'hui ? C'est un problème de système. C'est un problème du système que nous avons construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui est aujourd'hui totalement épuisé, lui aussi. Donc nous souffrons d'un double épuisement du modèle européen et du modèle français. Et comment expliquer par une image cet épuisement du système français, de l'organisation systémique de la société française ? C'est que ces hommes exceptionnels, ces femmes exceptionnelles que nous avons, ces ingénieurs formés par nos meilleures écoles, qu'elles soient des grandes écoles ou des écoles au sein des universités, ces financiers formés dans les meilleures universités et aussi dans quelques écoles, ces biologistes et ces médecins formés dans nos écoles médicales universitaires, ils sont merveilleux et d'une efficacité redoutable quand vous les mettez à Londres, quand vous mettez ces ingénieurs dans la Ruhr ou quand vous mettez ces biologistes aux États-Unis. Et on peut dire que le problème systémique français, c'est qu'en France aujourd'hui, quand vous prenez un biologiste, un mathématicien français, un ingénieur français et un financier français, ils sont 4, vous les sortez de France et ça produit 5. Et quand vous les laissez en France, ça produit 3. C'est ça le problème de système, c'est-à-dire des individualités exceptionnelles qui s'auto-annihilent dans le cadre d'un système non coopératif, totalement politique au sens de l'opposition que j'ai faite en introduction par rapport à une vision stratégique, c'est-à-dire qu'on part d'a priori plutôt que de partir de la réalité et du monde tel qu'il est. Donc, si nous voulons reconstruire la France à partir de nos forces, notre identité, notre culture, le fait que nous avons une population avec un potentiel considérable, le fait que nous avons un patrimoine à la fois économique, mais un patrimoine culturel, un patrimoine de marque absolument prodigieux. Il n'y a aucun pays qui devrait connaître une croissance plus forte que la France aujourd'hui. Je suis rarement d'accord avec Attali, mais un des points d'accord que j'ai avec lui, c'est qu'il n'y a aucune raison objective pour qu'on ne fasse pas 4% de croissance, si ce n'est toutes les raisons qu'on s'invente en France pour auto-limiter nos capacités de développement et de déploiement. Donc le potentiel de notre pays est considérable, et ce que nous allons essayer de faire
pendant tout l'automne et au-delà, c'est de réfléchir à la nouvelle organisation systémique de la société française qui permettront à nouveau que 2+2 fasse 5 à l'intérieur de la France, plutôt que de devoir prendre les Français et les sortir de France pour arriver à leur permettre d'exprimer leurs capacités et leur potentiel. Donc, en conclusion, je dirais que quelle France voulons-nous ? Eh bien, nous devons avoir deux mots d'ordre, deux axes de réflexion. D'abord, la lucidité, et la lucidité, c'est la volonté de privilégier le stratégique sur le politique. Le politique au sens où je l'ai défini précédemment, c'est-à-dire partir de systèmes idéologiques pour regarder le monde plutôt que de partir de la réalité stratégique pour construire le monde de demain. Et le deuxième axe, la deuxième obligation que nous devons nous faire, c'est justement, comme ça a été dit ce matin, et c'était à nouveau fascinant d'entendre tous ces orateurs d'horizons différents se mettre d'accord sur ce point, c'est à nouveau remettre au premier plan la nécessité de l'expression d'une volonté politique nationale, ce qui conduira nécessairement à exprimer à nouveau quels sont les intérêts fondamentaux de la France en Europe et dans le monde, de sorte que nous puissions à nouveau déployer les moyens potentiels que nous avons, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent pas au bénéfice de notre pays, mais tournent dans le vide. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.